merci aux organisateurs et merci aux courageux qui sont restés jusqu'à cette heure-ci. Alors, merci aux organisateurs et en même temps, franchement, c'était un sujet un peu impossible quand même que vous nous avez confié à Marie-Noëlle et à moi de parler de la déstructuration de la conscience et troubles de la conscience et organicité. En ce qui me concerne, troubles de la conscience et organicité, on pourrait en faire plusieurs colloques les uns après les autres parce que c'est vraiment un très, 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 très vaste sujet. Alors, j'ai pris le parti d'essayer de vous faire passer quelques idées euh, assez pratiques, en fait, et des idées assez concrètes issues d'expériences du terrain. Sur la diapo de présentation, vous voyez que donc, je parle d'un service de psychiatrie, je parle également d'un centre mémoire, ressources et recherche. J'insiste un peu parce que c'est important de préciser, mais le GHU Psychiatrie et Neurosciences a été très récemment labellisé comme accueillant donc un centre mémoire, ressources et recherche. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, depuis le plan Alzheimer, on a parlé de Sarkozy tout à l'heure, mais à un moment donné, il y a eu beaucoup de réflexions sur la prise en charge des patients atteints de maladie d'Alzheimer. Et donc, en France, on essaimé comme ça des centres mémoire de ressources et de recherche qui sont des centres un peu expertos autour de la mémoire et notamment dans une perspective de traitement de la maladie d'Alzheimer. Mais au fil des années et au fil des évolutions de ces centres mémoire, on a beaucoup travaillé aussi sur ce qu'on appelle les maladies apparentées. On va barrer ce qualificatif désormais, mais en tout cas, c'est toujours d'actualité. On parle des maladies apparentées et vous verrez que je fais un peu un focus sur une maladie apparentée à la maladie d'Alzheimer en particulier, qui est la maladie à corps de Lévy. Alors, merci Marie-Noëlle, parce que finalement, tu as... comment dire alors oui, pardon, le plan d'exposé, donc retour aux fondamentaux. Donc, tu verras que Marie-Noëlle, je fais strictement référence à ce que tu viens de dire autour de Henriet. Et puis, moi, je vais essayer de revenir un peu ce qui occupe beaucoup notre GHU, c'est-à-dire sur la question du dualisme cerveau-esprit, avec, on le verra, quand même des tensions qui restent toujours persistantes. C'est très, très compliqué de travailler de concert et d'aller comme ça autour d'approches très organicistes des pathologies, puis d'approches beaucoup plus psychodynamiques ou psychiques. Donc j'ai pris l'exemple d'une maladie très intéressante qui s'appelle la démence à corps de Lévy ou la maladie à corps de Lévy. Je crois que la notion est celle de démence à corps de Lévy. On verra un peu les critères diagnostiques, mais surtout on verra les enjeux autour des aspects prodromiques, parce que très concrètement, pour des psychiatres que nous sommes, vous verrez que la maladie à corps de Lévy, elle commence par des prodromes qui sont psychiatriques 5 à 10 ans parfois avant l'apparition des symptômes cognitifs, et puis on conclura assez rapidement. Donc je vais essayer de... Alors comme je le disais tout à l'heure à Marie-Noëlle, effectivement, a introduit, moi quand je suis arrivé comme jeune interne à Paris de ma région du Sud, la première chose qu'on m'a dit, c'était il faut que tu lises le manuel de psychiatrie Henriet, etc. Donc c'était, en l'occurrence, la 6e édition, c'était en 89, vous voyez, c'était un peu plus vieux que ça encore, mais c'est vrai que c'était une référence pour les psychiatres de l'époque. Je ne pense pas que ce soit la référence qu'on donne en premier aujourd'hui, hélas, parce que c'est vraiment une bible pour les psychiatres en termes de sémiologie, en termes de conceptualisation de tout un tas de choses, notamment sur la conscience. Alors je ne vais pas revenir là-dessus parce que Marie-Noëlle en a déjà parlé, mais ce qu'il faut retenir dans cette affaire, c'est que c'est surtout la notion d'expérience. Comme le dit donc le manuel de Henriet, chez les malades mentaux comme chez tous les hommes, l'organisation aussi, on dit aussi la structure de la vie psychique actuelle correspond à l'expérience présentement vécue. Et cette notion d'expérience est très intéressante. Elle est constituée par l'ensemble des phénomènes psychiques, la perception, l'imagination, la rêverie, le langage, les sentiments, les besoins, l'humeur, l'activité psychomotrice, on voit que c'est quand même très vaste, qui compose le champ de la conscience à chaque instant d'existence. Donc c'est vraiment intéressant de revenir sur cette notion d'expérience. Et notamment, on en parle très peu, mais chez nos patients qui sont atteints de maladies neurodégénératives ou qui sont à l'interface entre des maladies neurodégénératives et des symptômes psychocomportementaux, cette appréhension de l'expérience de leur vécu est très intéressante. Donc l'expérience, la conscience, c'est la vie psychique à un moment donné. On n'a pas le temps de s'y appesantir. Et donc pour Henriet, Henriet, comme tu l'as dit Marie-Noëlle, définit le champ de la conscience comme l'organisation de l'expérience sensible actuelle qui intègre la présence au monde, la représentation actuelle de l'ordre objectif et subjectif et la construction du présent. C'est une sorte de coupe transversale de la vie psychique pour chacun d'entre nous et pour chaque moment de son temps vécu qui passe par la structure même de sa conscience. Bon, c'était important quand même de revenir sur ces auteurs fondamentaux qui ont beaucoup travaillé sur la question de la conscience dans leur lien avec les maladies mentales, quelles qu'elles soient. J'allais dire de la confusion, on peut considérer que c'est aussi un trouble mental à la schizophrénie par exemple.
Alors un autre, Raphaël Gaillard est parti, c'est dommage, il aurait bien aimé sans doute. Un autre maître local de la psychiatrie, c'est Jean Delay, qui a beaucoup réfléchi aux intrications entre la neurologie et la psychiatrie, entre les aspects psychodynamiques et les aspects beaucoup plus psychiatriques, académiques, et qui a beaucoup travaillé sur les liens entre neurologie et psychiatrie, sur les différentes disciplines. Et c'est vrai que c'était intéressant ce qu'il disait. Une distinction entre neurologie et psychiatrie fondée sur la présence ou non de lésions reviendrait à faire de la psychiatrie une discipline virtuellement inexistante. En s'objectivant, cette science deviendrait sans objet. La psychiatrie serait une sorte de peau de chagrin qui se nierait elle-même au fur et à mesure de son développement et du progrès des connaissances. Le fait est que le débat entre psychiatrie et neurologie, ou le débat entre organicité et dualisme cerveau-esprit, il est un peu daté, mais il est néanmoins très présent de par l'organisation même de nos spécialités. On peut difficilement imaginer autre chose puisque les spécialités sont aussi formatées comme ça. Et c'est pour ça que l'évolution démographique et les évolutions sociétales et les évolutions cliniques vont probablement nous contraindre dans le futur à essayer de penser un peu différemment et à organiser des circuits de soins ou des parcours de soins ou des approches pluridisciplinaires qui vont permettre de dépasser un peu ce dualisme cerveau-esprit. Je pensais que les notions d'organicité étaient assez obsolètes, et en fait pas du tout. Je me suis rendu compte en regardant sur la littérature qu'elle était très présente, au contraire, mais elle est plutôt présente curieusement sur les aspects neurodéveloppementaux qu'on trouve en pédopsychiatrie, justement. Donc il y a beaucoup de vidéos, notamment de jeunes médecins, qui vous expliquent comment repérer l'organicité qui peut préexister au développement de maladies en pédopsychiatrie. C'est intéressant parce que ça a basculé un peu dans le côté du neurodéveloppement. Donc ça, c'est Jean Delay. Et puis, comme on l'a dit tout à l'heure, tu l'as dit, Marie-Noël, Henri, en 1947, alors je me suis trompé sur la date, c'est pas 2020, c'est 2024, en 1947, a sorti un ouvrage assez fondamental sur neurologie et psychiatrie. Et puis, alors, ça se traduit un peu dans la réflexion qui est actuellement menée, enfin, actuellement, façon de parler, qui est menée depuis un certain nombre d'années, on va dire, sur le site, mais c'est normal, puisque c'est un site qui concentre des psychiatres, des neurologues, des réanimateurs, des neurophysiologistes, etc., enfin des neurosciences et de la psychiatrie. Donc on se retrouve dans l'édification d'un bâtiment qui s'appelle Neuro-Sainte-Anne, d'un bâtiment qui sera le futur Alésia, qui concentrera beaucoup d'activités en psychiatrie ainsi que d'autres, et puis bien sûr de toute cette question qui va émerger des interfaces entre la neurologie et la psychiatrie, qui, comme je vous l'ai dit, sont vraiment des questions extrêmement d'actualité. Alors, si on prend l'exemple de la maladie à corps de Lévy, là où je veux en venir, c'est que si, par exemple, vous regardez des brochures qui sont très bien faites par ailleurs sur les maladies à corps de Lévy, les dégénérescences frontotemporales, la maladie d'Alzheimer, etc., c'est des brochures qui sont faites par les associations de familles. En fait, il y a un clivage, mais tout à fait marquant, entre la psychiatrie et la neurologie. C'est-à-dire qu'on vous dit que la maladie à corps de Lévy est une maladie neurodégénérative complexe, parce qu'elle concerne de nombreuses parties du cerveau, dont acte, que ces différents symptômes rendent la vie difficile pour la personne malade, qu'elle est moins connue que la maladie d'Alzheimer, néanmoins qu'elle est très présente. Mais en fait, il n'y a absolument aucune mention de la notion de psychiatrie, en dehors, à un moment donné, d'un soutien psychologique qui est proposé, parce que quand on a une maladie de corps de Lévy, on peut parfois avoir des idées de mort, mais c'est quand même très troublant, parce que, alors que la maladie à corps de Lévy, on va le voir, est vraiment une maladie par essence, une maladie neurodégénérative à expression psychiatrique, et que cette expression psychiatrique a des enjeux cliniques et thérapeutiques absolument majeurs, à aucun moment on ne parle de psychiatrie dans ces brochures. Donc on voit bien le stigma autour de la psychiatrie qui est très présent dans cette appréhension des maladies neurodégénératives. Alors là, vous avez justement les critères diagnostiques qui sont établis par Ian McKees, qui est le découvreur, si je puis dire, qui est un psychiatre d'ailleurs, qui est le découvreur de la maladie à corps de Lévy. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, si vous lisez la publication originale, c'est vraiment un vieil homme qui souffre d'un stress post-traumatique et qui va en fait avoir la malchance de recevoir pour des hallucinations une thérapeutique par allopéridol qu'il va très mal tolérer, au point d'avoir des complications absolument majeures. Et c'est à partir de ces complications majeures et de ce tableau un peu inhabituel que McKees va identifier cette maladie très spécifique qui s'appelle la maladie à corps de Lévy. Alors pourquoi j'ai montré ces critères diagnostiques révisés de la maladie à corps de Lévy? C'est qu'il y a trois aspects qui sont très importants. Les core clinical features, c'est la cognition fluctuante, et là donc on fait le lien avec justement ces troubles de la conscience qui sont très spécifiques, avec notamment des troubles attentionnels et des troubles de la vigilance, des hallucinations récurrentes visuelles qui sont souvent extrêmement précises et détaillées, et qui, alors j'ai
hélas pas eu l'occasion d'écouter ce qu'a dit ma collègue Mariani sur le sommeil, mais qui s'apparente beaucoup au rêve éveillé, justement. Et puis des désordres vraiment très marqués du sommeil qui peuvent être objectivés des années auparavant, avant qu'apparaissent les symptômes cognitifs, notamment par des enregistrements de sommeil. Et pour ceux qui suivent des maladies, des patients qui ont des maladies à corps de Lévy, on sait vraiment que les conjoints souvent vous disent qu'ils sont extrêmement agités durant la nuit, qu'il y a des cauchemars, qu'il y a des cris. Il y a parfois d'ailleurs des agitations telles que les conjoints sont parfois violentés. J'ai des patients comme ça qui ont été extrêmement malmenés par leur conjoint atteint de maladie à corps de Lévy parce qu'il y avait une sorte d'agitation paradoxale durant le sommeil. Pourquoi c'est important de le savoir, ces questions de maladie à corps de Lévy, d'altération de la conscience, de troubles hallucinatoires, c'est qu'il y a une particularité, c'est une extrême sensibilité aux antipsychotiques et parfois des risques de décès. Donc c'est extrêmement important d'être familiarisé avec ces problématiques de maladie à corps de Lévy parce que vous risquez d'entraîner votre patient dans des situations extrêmement délicates si vous lui administrez durablement, en tout cas, des antipsychotiques. Alors, qu'est-ce que raconte Falissard? C'est intéressant aussi sur la question des tensions épistémologiques qui persistent entre le cerveau, l'esprit et les maladies neurodégénératives. Ce que dit Falissard, je trouve ça assez marrant. Dans le DSM-5, on parle effectivement de notion de troubles neurocognitifs majeurs et on fait finalement l'impasse sur toute la dimension comportementale d'un très très grand nombre de maladies neurodégénératives. Et ce que Falissard dit, les démences sont en fait bel et bien des maladies psychiatriques et c'est vraisemblablement pour des raisons historiques et sociologiques et non cliniques que les neurologues en ont aujourd'hui la charge, tout au moins la charge académique. Il a raison de dire la charge académique parce que dans les faits, comme on le disait tout à l'heure avec un aparté avec Catherine Boiteux, on est confronté, notamment sur les secteurs de psychiatrie, à de plus en plus de patients âgés, voire très âgés, qui ont des maladies neurodégénératives avec des troubles psychocomportementaux très sévères, souvent non consentants aux soins, et qui sont hospitalisés dans nos lits et qui ne peuvent pas, parce que le système est organisé de cette manière, qui ne peuvent pas être accueillis et traités encore moins dans des services qui sont des services de neurologie ou d'autres services. Donc il y a vraiment une manière de penser le parcours de soins qui est très importante. Alors les critères de recherche pour les symptômes prodromiques, ça c'est très intéressant aussi parce que c'est vraiment un sujet. Raphaël disait tout à l'heure qu'il y avait une fascination pour la psychose, c'est sûrement vrai. C'est quelque chose qui est peut-être très partagé par les... Il y a souvent eu un clivage entre le psychiatre de secteur qui s'intéressait aux patients psychotiques, le psychiatre universitaire type, tout à l'heure justement, Fossati qui s'intéressait aux troubles de l'humeur. Il y avait comme ça un clivage entre l'université, le trouble de l'humeur, le secteur, la psychose. Mais le troisième partenaire, là, ça va être les maladies neurodégénératives et les troubles psychocomportementaux. C'est évident que dans l'avenir, avec le vieillissement de la population, les psychiatres de secteur vont être confrontés à toutes ces situations comme ça de maladies neurodégénératives très prodromiques qui vont avoir des troubles du comportement extrêmement spécifiques et qu'ils vont devoir repérer, identifier très précocement pour établir un diagnostic, essayer de trouver des situations d'aval, des thérapeutiques plus spécifiques, on va y revenir. Donc vous voyez que par exemple, dans les critères de recherche de la maladie à corps de Lévy, vous avez trois possibles modes d'entrée. Vous avez la mode d'entrée qui est le mode d'entrée psychiatrique, donc des sortes d'entrée psychiatriques pures. Le mode d'entrée qui est un mode d'entrée par la confusion, le delirium onset, et puis un mode d'entrée plus classique, j'ai envie de dire, par le déclin cognitif très progressif, mais qui est beaucoup moins spécifique. Donc il faut bien garder à l'esprit que quand même l'enjeu du mode d'entrée par la confusion initiale est très important, et donc c'est là où la question de la conscience est très convoquée. Donc vous voyez les symptômes cardinaux des maladies corps de Lévy qui démarrent par des débuts confusionnels. Donc il y a vraiment tout un tas de critères qui sont développés et qui sont très importants pour souligner que les symptômes confusionnels, donc les altérations de la conscience par essence, peuvent vraiment être extrêmement marqués dans les maladies à corps de Lévy et qu'avec une analyse fine sur laquelle on n'a pas le temps de s'apesantir aujourd'hui, on peut vraiment distinguer ce qui relèvera justement d'une confusion associée à une maladie à corps de Lévy versus une confusion, par exemple, qui relèverait d'une maladie d'Alzheimer plus classique. Alors, évidemment, il y a beaucoup d'études il y a une littérature émergente et une littérature actuelle énorme sur la question justement de la confusion, des altérations de la vigilance et des maladies à corps de Lévy, et pour essayer de voir effectivement s'il y a
des enjeux physiopathologiques communs entre ces deux situations cliniques. À l'évidence, il y a une implication des systèmes cholinergiques et dopaminergiques, il y a une implication des ganglions de la base, notamment dans la maladie à corps de Lévy. Il y a des avancées très concrètes dans les biomarqueurs du LCR, et puis il y a également des biomarqueurs sériques. Alors ça, je vous parle de ça parce qu'il y a évidemment des enjeux thérapeutiques qui vont être également convoqués sur le sujet. On va conclure là-dessus. Donc vous avez comme ça beaucoup de littérature également sur justement la sémiologie assez fine qui permet de distinguer la confusion qui va survenir de manière un peu classique, j'ai envie de dire, suite à une infection, suite à une maladie d'Alzheimer ou suite à des situations qui sont médicalement associées, et puis des confusions qui sont beaucoup plus associées à des prodromes de maladies à corps de Lévy. Donc vous voyez, bon, je vous laisse regarder, mais enfin, vous avez on n'a pas le temps de s'y appesantir, mais il y a vraiment des signes sémiologiques assez fins qui permettent de distinguer les deux. Bon, pourquoi je vous ai raconté tout ça? C'est que l'étude, à mon avis, des maladies neurodégénératives à expression psychiatrique, là on a parlé des démences à corps de Lévy, mais ça aurait pu être un sujet extrêmement important qui est celui des dégénérescences frontotemporales, qui sont heureusement moins fréquentes. À mon avis, ça constitue une aide potentielle à une meilleure compréhension des bases neurales des troubles psychiatriques. Par exemple, pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup de littérature qui est déjà existante depuis un certain nombre d'années sur les liens assez intéressants qui existent entre les dégénérescences frontotemporales et les schizophrénies. Et on se rend compte en fait que les dégénérescences frontotemporales et les schizophrénies ont probablement des mécanismes physiopathologiques communs, voire des mécanismes génétiques partagés. Et donc c'est très intéressant de faire des liens entre les maladies neurodégénératives dans leurs manifestations psychiatriques et les troubles mentaux que voient classiquement les psychiatres, ou le TOC, évidemment, les troubles obsessionnels compulsifs qui sont très présents de manière typique ou moins typique dans les dégénérescences frontotemporales par exemple. Parce qu'à l'évidence, l'étude de ces troubles du comportement qui sont très psychiatriques dans les maladies neurodégénératives sont vraiment des modèles d'études, vraisemblablement pour des maladies psychiatriques dites un peu plus classiques. En tout cas, il n'y a à ce jour aucun traitement curatif des maladies neurodégénératives. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le maniement des psychotropes dans la gestion des symptômes psychocomportementaux, ça nécessite quand même un degré minimal d'expertise. C'est ce que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est sûr que si vous donnez de l'allopéridol à des fortes doses ou même du risperidol à de fortes doses à un patient qui a une maladie à corps de Lévy, vous allez avoir des problèmes. Donc il vaut mieux avoir un degré minimal d'expertise et surtout éviter au maximum la iatrogénie. Donc ça, c'est un premier point. Il faut savoir que, à l'inverse, certaines situations, certaines molécules comme les anticholinéstérasiques, les inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase sont plus particulièrement prescrits dans des maladies neurodégénératives et peuvent améliorer, par exemple, les fluctuations de la vigilance dans la maladie à corps de Lévy ou les hallucinations. Que la clozapine, comme on l'a dit tout à l'heure, occupe toujours une place de choix dans certaines situations de maladies neurodégénératives, notamment la maladie à corps de Lévy, ou dans certaines situations d'agressivité des maladies neurodégénératives aussi. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, et ça c'est sûrement l'avenir, c'est qu'il y a des développements actuels qui sont extrêmement importants par l'industrie de nouvelles molécules et de nouveaux antipsychotiques, entre autres parce qu'il y a d'autres molécules aussi qui ne sont pas des antipsychotiques, dans le champ des troubles du comportement sévère, des maladies neurodégénératives, notamment de la maladie d'Alzheimer ou du Parkinson. Et donc vous avez là l'exemple de deux antipsychotiques qui sont le brexpiprazole et la pimavansérin, qui sont des antipsychotiques utilisés dans les manifestations d'agitation et de psychose qui sont convoquées par les maladies neurodégénératives, qui sont des situations qu'on voit souvent, qu'on traite souvent par les antipsychotiques classiques et qui souvent entraînent l'hiatrogénie, une hospitalisation très prolongée, etc. Donc ça, c'est la piste des antipsychotiques. Il y a un sujet aussi qui me paraît très intéressant, moi qui m'étais intéressé il y a très longtemps à cette question, c'est que j'ai vu apparaître une explosion des articles sur le recours à l'électroconvulsivothérapie au cours de l'évolution des maladies neurodégénératives. Alors quand moi j'en parle en tout cas à mes collègues neurologues, leurs cheveux se dressent sur la tête, souvent parce qu'ils ont toujours la notion que les électrochocs vont aggraver largement les maladies neurodégénératives. C'est sûrement vrai dans la maladie d'Alzheimer, c'est beaucoup moins vrai, je pense, dans certaines maladies, type maladie à corps de Lévy. Et moi, j'ai le souvenir d'un patient qu'on avait comme ça bien stabilisé durant des années, qui avait justement une maladie à corps de Lévy extrêmement sévère,
avec des troubles mélancoliques associés, un risque suicidaire très marqué, et qui a pu pendant 5 ou 6 ans au moins être bien stabilisé par des électrochocs. Il y a également une place probablement très importante qui va être accordée aux techniques de stimulation magnétique transcrânienne, mais également à d'autres techniques de neuromodulation, comme la TDCS, vous savez, ces dispositifs transcrâniens qui sont assez facilement applicables dans ces situations, et probablement d'autres innovations en thérapeutique interventionnelle. Donc il y a vraiment un enjeu majeur au niveau thérapeutique, aussi bien en psychopharmacologie que dans ces nouvelles thérapeutiques que les psychiatres maîtrisent bien. L'exemple étant par exemple celui de la catatonie. La catatonie dont vous avez parlé il y a quelque temps, Alexandra Roche, c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant comme modèle aussi physiopathologique. Et on s'aperçoit que dans certaines maladies neurodégénératives, justement, il y a des formes d'entrée qui sont des formes d'entrée catatoniques. Donc, sur le plan psychopharmacologique, comme sur le plan non psychopharmacologique, et sur le plan de l'expérience, de l'expérientiel des patients qui ont des catatonies, c'est très intéressant. Actuellement, par exemple, une étudiante de Marion Place s'intéresse à la phénoménologie de la catatonie, au vécu expérientiel des patients catatoniques, et c'est vraiment des sujets très intéressants. De la même manière qu'on pourrait faire référence au vécu expérientiel des patients déments, on le fait très très peu, mais à un moment donné, il y avait une littérature importante et beaucoup d'ouvrages qui étaient consacrés à ce sentiment comme ça de délitement de la conscience et de délitement de la cognition chez les patients déments, avec beaucoup d'auteurs psychanalytiques qui s'étaient intéressés au sujet, et c'est objectivement un sujet très intéressant. Je vous remercie de votre attention avec une eau forte de Goya sur le sommeil.